Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour un nouveau numéro des experts au féminin. Nous sommes ravis de vous retrouver après quelques jours de vacances bien méritées, après toutes ces émotions suite au départ de Mario Moradel, dont nous avons célébré la vie entre nous pour mieux vous retrouver. Nous avons également été ravis de vous rencontrer en vrai lors de l'Afterwork Les experts au féminin jeudi dernier. Et je vous rappelle que c'est un format que nous vous proposons désormais mensuellement tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc restez connectés, nous aurons à vous informer sur les prochaines éditions. Les experts au féminin saison 2 épisode 5, c'est parti. Rebonsoir, ravi de vous retrouver, mesdames, pour cette nouvelle édition des experts au féminin. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas revu nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Les émotions sont passées, la mémoire demeure cependant, et nous allons faire honneur à notre cher Mario en continuant cette émission. Christina Filetas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière, vous travaillez dans une institution avec les jeunes enfants et vous êtes notre chroniqueuse spécialisée en parentalité et famille. Qu'allez-vous nous proposer ce soir? Ce soir, je vais vous parler de la périnatalité. Très bien. Nous accueillerons une conseillère en périnatalité. Excellent. Joël Badralou avec vous, on voyage toujours. Les papis sont toujours en émoi. Les globetrotters sont toujours ravis. Où nous emmenez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pas de gastronomie, pas de tourisme, mais de la culture. Très bien. Le nouveau rendez-vous de cette rentrée, voilà, pour cette saison. Et on va découvrir ensemble un festival passionnant. C'est la 3e édition du Festival de films de mémoire. Et j'ai vraiment hâte de vous en dire plus. Excellent. Cindy Bajazet, vous êtes la fondatrice du cabinet Cindy Bajazet Consulting. Rappelez-nous vos champs d'expertise et ce dont nous allons discuter avec vous ce soir. Alors, j'ai plusieurs casquettes, comme j'ai mal à dire. Je suis formatrice en création et gestion d'entreprise. Je travaille également avec les avocats dans le cadre de la sous-traitance. Donc, je suis un professionnel du droit. J'ai collaboré 13 ans aux côtés des Robes Noires et désormais, je travaille aux côtés toujours des avocats, mais aussi des associations et des entreprises. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'aime beaucoup. Nous parlerons esthétique. Nous allons recevoir une esthéticienne qui nous parlera de son métier. Préalablement, j'avais un petit peu débriefé sur ce sujet. Très bien, je pense que ça va beaucoup nous plaire, mesdames, n'est-ce pas? Nous recevons comme invité ce soir le docteur Johanna Virapatirin. Docteur Virapatirin, vous êtes docteur en sciences de gestion à l'Université des Antilles et vous êtes également chef du département gestion des entreprises et des administrations à l'IUT de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez une actualité particulièrement intéressante. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage qui vient de paraître, c'est La petite économie insulaire de la Guadeloupe. Parlez-nous de ce titre. Alors, la Guadeloupe est mon île natale, l'île où j'ai grandi, l'île dont je suis partie et l'île sur laquelle portent mes recherches sur le management insulaire. Et donc, j'ai vraiment plaisir aujourd'hui à être parmi vous pour vous présenter cet ouvrage qui vous apportera quelques éclairages, je l'espère en tout cas, sur la connaissance de l'insularité, de l'entreprise et du management insulaire. Très bien, donc aux éditions L'Arme attend déjà disponible dans les librairies. Avant d'arriver justement sur cette actualité, cet ouvrage, on l'a dit en introduction, vous êtes docteur en sciences de gestion. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette discipline sciences de gestion et comment êtes-vous arrivé justement à ce doctorat et à l'enseignement? Alors, je vais essayer de faire synthétique et vous parler un peu de moi. Oui. Mon enfance fut vraiment bercée d'amour, de voyage, de partage. Et
je vous avouerai que très jeune, j'ai bien compris que la misère était beaucoup plus partagée que la richesse. Et chaque retour m'interrogeait sur les interstices culturels, sur les différences culturelles, sur les complémentarités culturelles et sur les tremplins possibles pour mon île, la Guadeloupe. Je me rends compte et je me rendais déjà compte très jeune que, avec très peu, dans les îles voisines, les gens parvenaient à faire beaucoup, tandis que nous avions beaucoup, une très grande richesse, des infrastructures excellentes et nous sommes bien dotés à bien des égards. Ouais. Et pourtant, nous ne parvenions pas, c'était mon constat, à faire ensemble et à faire de mieux en mieux ensemble. Donc c'est une réflexion très jeune qui m'a menée ensuite, un peu plus tard, vers un travail de thèse de doctorat sur les styles de management au sein de la petite économie insulaire de la Guadeloupe. Et donc, une thèse de doctorat, on enseigne à l'université, où j'enseigne le management, où j'enseigne les statistiques professionnelles, j'enseigne le marketing, qui est mon métier de départ. Je suis au départ consultante dans le domaine du marketing. Et à l'issue de la thèse, donc, l'évaluation de mes pairs sur les articles, sur mes communications, dans les colloques, dans les conférences, les évaluations m'ont guidée à la rédaction d'un ouvrage sur la petite économie insulaire de la Guadeloupe. Excellent. Voilà. Alors justement, petite économie insulaire. Alors c'est vrai que ça nous ramène à nos caractéristiques géographiques, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que cela que vous étudiez dans cet ouvrage. Comment caractériseriez-vous, une petite économie insulaire telle que la Guadeloupe? C'est quoi pour vous? Alors, différents auteurs ont travaillé sur le concept de petite économie insulaire. Globalement, les petites économies insulaires se caractérisent par un certain nombre de vulnérabilités ou de régularités, si vous voulez aussi, d'ordre à la fois naturel, d'ordre environnemental, d'ordre économique, d'ordre social. Donc déjà au niveau naturel, petite économie insulaire. Une petite économie insulaire se distingue par sa petite taille physique, par son isolement, par l'étroitesse de son marché également, par des conditions naturelles de vulnérabilité et aussi des conditions économiques de vulnérabilité. J'entends par là l'éloignement par rapport à une métropole qui augmente donc par voie de conséquence, les prix, les vulnérabilités sociales, parce que ça crée aussi une vulnérabilité sociale. J'entends beaucoup le mot vulnérabilité. Pour autant, on a cette résilience que l'on connaît à ce type de territoire et de population. Est-ce que vous avez également étudié cette résilience et des perspectives de transformation de faiblesse en force? Tout mon défi, c'est ça. Transformer toutes les je ne vais pas dire les carences, toutes les faiblesses en force. Pour moi, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de faiblesse. Il y a peut-être des hostilités, il y a peut-être des régularités qui se retrouvent, je vous le confirme, dans tout le contexte insulaire, francophone, pacifique, de l'océan Indien, de la Caraïbe. Je reviens d'un colloque là, cette semaine en Polynésie française, où on n'a pas, c'est vrai, de vulnérabilité, mais des régularités insulaires, des schémas qui se reproduisent, et notamment un héritage postcolonial qui transparaît dans ces régularités. Alors justement, parlons-en, cet héritage postcolonial. Comment est-ce qu'il impacte notre économie, mais également le style de management? Parce qu'on en a déjà beaucoup entendu sur le sujet. Et c'est vrai que nous aimons en parler particulièrement ici pour donner des clés de décryptage, mais surtout des solutions derrière. Alors, pour tout vous dire, et je vous l'ai dit très sommairement, ma thèse de doctorat porte sur les styles de management de la petite économie insulaire de la Guadeloupe. Tout mon défi, ma question de recherche principale, a
a été de m'interroger sur l'incidence du fait postcolonial sur les styles de management contemporains actuels. Donc, effectivement, et malheureusement, j'ai envie de dire, nos styles de management en Guadeloupe, au sein de la petite économie insulaire de la Guadeloupe, sont impactés par l'antériorité coloniale française. Comment ? Oui. Je pourrais en parler des jours, des heures, c'est ma passion, c'est mon domaine. Je vais essayer de faire court. Si vous voulez, dès la période coloniale, le paternalisme, le style paternaliste, vous savez ce que c'est ou pas ? Ah oui, on en parle souvent ici, on le dénonce souvent. On le dénonce, ici. oui. C'est l'essence même d'ailleurs de cette émission, parce que on le rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous découvrir également, quand on a lancé les experts au féminin l'an dernier, c'était pour pallier le manque de représentativité et de représentation de femmes expertes dans des domaines très pointus où on a l'habitude de ne voir que des hommes. Voilà, et c'est pourquoi notre plateau, que ce soit au niveau des chroniqueuses, moi-même l'animatrice, est à 100% féminin, et on privilégie les femmes expertes comme vous parmi nos invités, même si nous accueillons des hommes également. Alors le style paternaliste, comme vous le savez tous, c'est un système fondé un peu sur la sanction et la récompense, qui s'articule autour de la hiérarchisation de la décision, autour de l'absence de transparence dans la communication, autour de l'obéissance, autour... que dire d'autre ? En tout cas, qui peut prendre une forme à la fois bienveillante et en même temps assez autoritaire. Autoritaire, oui. Et parfois violente aussi, non ? J'ai envie de dire autoritaire, je m'arrêterai là. Et donc, c'est un style qui est généralisé dans beaucoup de sociétés familiales, dans divers pays du monde. Ce système peut encore fonctionner et fonctionne, fait ses preuves encore dans d'autres systèmes familiaux. En Guadeloupe, le problème tient au fait que notre style de management paternaliste priorise les dimensions affectives et personnalisées. J'entends par là une personnalisation dans les systèmes de rémunération, dans les systèmes de recrutement, dans les systèmes de collaboration, dans les systèmes de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. J'adore comment vous dites ça avec une élégance folle, alors que effectivement c'est une dure réalité auquel surtout les jeunes diplômés qui sont de retour ou qui sont restés, qui sont formés au pays, auxquels ils sont confrontés. Le iboconsa, le népotisme, je dis ça moins joliment que vous, mais c'est la réalité. C'est la réalité, et le filon, le mounamoun, comme on aime dire aussi. Et effectivement, ce sont donc des réalités que vous étudiez au niveau scientifique. C'est intéressant parce que bien souvent, on nous renvoie à peut-être une forme de paranoïa, nous disant mais non, vous faites des idées. Donc c'est bien vrai, docteur. Alors, c'est vrai, c'est prouvé. Comme je vous dis, ce système paternaliste existe dans d'autres cultures, dans d'autres contrées, s'explore avec des facettes extraordinaires en fonction de l'histoire du salariat, des relations au sein de l'entreprise. Cependant, nous, ce système prend une forme particulière dans la mesure où il priorise ces dimensions affectives et personnalisées. Pourquoi ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Oui. Dès la période coloniale, vous savez, en fait, je n'ai pas envie de revenir trop sur le passé, mais tout était centré autour du maître, du souverain, autour de l'habitation. D'accord ? Donc l'esclave devait jurer obéissance au maître sous peine de sanction. Donc il y avait déjà ce système d'autorité. D'accord ? Ensuite, il y avait aussi le système socio-spatial de contrôle, le système de contrôle social de la main-d'œuvre que je viens de vous exposer, d'une part. D'autre part, il y avait aussi le système socio-spatial d'organisation de la main-d'œuvre, où il y avait donc l'habitation au centre et puis les habitations des esclaves autour. Et donc, le maître était le souverain qui contrôlait socialement sa main-d'œuvre à demeure.
cette méthode de gestion de la main-d'œuvre a perduré après l'esclavage, avec les ouvriers à demeure, pourtant libres de couleur. D'accord ? Donc en fait, il y avait aussi à l'époque une dimension de hiérarchisation par la couleur, où les blancs étaient dépositaires de l'ordre et de l'autorité, tandis que les noirs exerçaient cette division productive et improductive liée au travail de l'esclavage. Ce sont des choses, des schémas que l'on retrouve encore aujourd'hui de façon directe. Ce sont des schémas qui ont prédéterminé le paternalisme, qui en fait a trouvé ses fondements au niveau de l'entreprise industrielle au départ, qui aurait pu paraître, ça aurait pu paraître obsolète, on est d'accord, depuis les années 1980, le paternalisme a perdu toute forme de légitimation, l'autorité, la sanction, la récompense, les gens sont formés, ouverts sur le monde, mieux renseignés, ça pose question, on est d'accord ? Oui. Et ça se pérennise dans un monde contemporain, local et insulaire. Et c'est là où je ne me l'explique pas. Comment est-ce que ça s'est pérennisé ? Comment on peut expliquer cette pérennisation de ce schéma, alors même que nous avons effectivement, comme vous le dites, des personnes extrêmement formées, et parfois on a même l'impression qu'il y a un clash entre pratiques professionnelles, entre générations, formées, mieux formées, peu formées, voilà. De manière opérationnelle, vraiment, ce qui a été pérennisé, ce ne sont pas les méthodes coloniales à proprement parler, c'est la priorisation de ces dimensions, je vous disais, psycho-affectives, ces dimensions humaines, personnalisées. Fais ça pour moi. Cette version congruente qui revient dans notre culture. Fais ça pour moi, je t'en prie. Il y a une forme d'hétéronymie au travail, une forme de travail gratuit, assumé, consenti, comment dire, contractualisé, on est d'accord ? Et même toutes ces dimensions affectives, personnalisées sont contractuelles. C'est contractualisé que si vous êtes la fille du chef, vous aurez un autre salaire, qu'il n'y aura pas de grille indiciaire. Je n'ai pas envie de trop en dire, j'ai envie que vous me lisiez, ce livre. Mais c'est très intéressant parce que... les facettes de notre management paternel. Bien sûr. Mais ce que vous devez retenir, c'est cette dimension affective. Et personnalisée de notre management insulaire local. Est-ce que derrière ça, tout cet affect qui crée un biais dans forcément toutes les méthodes de management, de toutes les méthodes de management, est-ce qu'au final, ça ne devient pas plus dur de manager avec tout cet affect derrière et toutes les discriminations qui peuvent en découler? Alors, pour moi, ça crée un biais. Un biais peut être rectifié, on est d'accord ? S'il y a un biais au niveau de la rémunération, s'il y a un biais au niveau du recrutement, s'il y a un biais au niveau de la formation, si ça crée un biais au niveau de la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, des avantages en nature ou autre, tout ça peut être transformé en avantage. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous avez... Ça fait partie de notre culture, ça transparaît, ça transpire, ça se pérennise, ça s'auto-entretient, ça peut être transformé en atout. Alors, quelques pistes, peut-être sans trop en dire, de votre livre. Après. Il faudra le lire, mais comment, au moins une piste, comment est-ce qu'on peut transformer ce qui paraît en tout cas aujourd'hui être comme une difficulté en un véritable atout de management et de compétitivité de nos entreprises, mais aussi de nos administrations, il faut le dire. Écoutez, eh bien, on a des dimensions de management insulaire affective et personnalisée. Travaillons sur la marque employeur, travaillons sur le marketing RH. C'est quoi le marketing ? C'est faire découvrir, c'est faire aimer, c'est faire rester. Donc vous avez des salariés attachés à leur entreprise sur le long terme en Guadeloupe, mais créons-leur les conditions affectives d'entrain, d'engagement pour cette entreprise, en personnalisant les services offerts, en personnalisant
les RH, les ressources humaines au sein de l'entreprise. Vous avez, je ne sais pas, hein, je donne un exemple comme ça, vous avez une pâtisserie, vous ouvrez tous les jours à 6h30 du matin, vous avez une jeune maman d'1 mois qui est votre meilleure employée, qui est fortement engagée, elle vient vous voir et vous demande de commencer un peu plus tard parce que sa crèche ouvre à 7h30. Une gestion adaptative ou une crèche, une garderie au sein de l'entreprise. Si vous avez 5 pâtisseries, ça peut devenir rentable. Vous avez une employée, une cadre qui est dans une situation où elle accompagne, voilà, parce que ça fait partie de nos cultures, tout ça, avec loyauté sa mère en mauvaise santé, et vous demande de quitter un peu plus tôt tous les jours. Proposez-lui du télétravail, adaptez les situations affectives, personnalisez-les de manière à créer, à renforcer cet engagement de manière à avoir des collaborateurs engagés avec affection. Alors, entreprise, pourquoi pas? Très bien. Je vois les chroniqueuses qui hochent de la tête. Joëlle Bradralou, avoir des collaborateurs engagés avec affection. J'ai vu que ça vous a parlé particulièrement. Ben oui, elle incite à ce qu'il y ait plus d'humanité en fait dans les entreprises. Humaniser la façon de travailler, c'est essentiel. Et en juste 3 phrases, on se dit que ça pourrait être vraiment bien plus agréable sur le territoire, quoi. Tout à fait. Christina Filita, vous êtes d'accord aussi? Parfaitement, tout à fait. Enfin, juste faire preuve d'empathie en fait à l'égard de son salarié, puisque sans salarié, il n'y a pas d'entreprise, sans collaborateur, il n'y a pas d'entreprise. Un collaborateur qui n'est pas bien, qui a des soucis familiaux, personnels, il n'est pas productif, entre guillemets, il n'est pas là, il fait du présentéisme contemplatif, il est là parce qu'il doit être là, mais il n'est pas aguerri dans ses tâches, donc il est important de mettre un petit peu d'humanité dans la façon de gérer ou d'entrevoir le management. À notre échelle, c'est possible. Oui. Est-ce que cet affect, docteur Virapatirin, que l'on voit, j'ai l'impression parfois qu'il s'agit juste d'un affect de façade et qu'on n'engage pas vraiment une personnalisation avec, enfin en tout cas du management et des RH avec les salariés ou les collaborateurs. Est-ce que finalement c'est quelque chose de véritablement engagé, cet affect, ou on est juste sur de la façade? Alors, ou de l'utilitarisme comme on peut le voir dans certaines administrations? Comment vous dire? Nous sommes le fruit de cultures syncrétiques blessées. Blessées par un passé, une antériorité coloniale, assumée ou non, d'accord? Ça ne se voit pas sur nos visages, nous avons toutes des rouges à lèvres éclatants, nous sommes toutes pétillantes, souriantes, quel que soit ce que nous avons à relever comme défi au quotidien. Donc l'humanité blessée ne se voit pas à l'œil nu, on est d'accord. Ok ? Quand on parle d'affect, on parle de choses qui ne sont pas réglées et de choses qui, dans les mécanismes relationnels, dans l'engagement de la relation salariale bipartite, auront un impact significatif. D'accord ? Donc, on parle, l'affect dont vous parlez, moi je plaide le management, on parle à valeur. Hein. Ouais. Je parle de l'amour. Je parle de l'entraide, je parle du partage, je parle de la bienveillance et j'essaie au niveau technique, au niveau scientifique de décliner toutes ces valeurs pour mieux manager et transformer ce management paternaliste, affectif en un management bienveillant. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un management paternaliste bienveillant, mais aussi un management paternaliste autoritaire sous une attitude. Tout à fait. Et donc, le management paternaliste peut être à double tranchant. L'idée, c'est de dépasser les biais pour aller plus loin ensemble. On est d'accord ? Oui. Voilà.
Comment Alors, les dépasser, c'est ça? Comment les dépasser? Et surtout la question un peu tatillonne que j'ai, puisque quand je pense au rapport des syndicats avec les employeurs, j'ai envie de vous demander, mais quelle place pour ces partenaires sociaux normalement que sont les syndicats, où on sait que sous nos latitudes, on est perpétuellement dans l'affrontement. Comment rétablir la confiance entre les employeurs, les employés et avec ces intermédiaires, ces médiateurs, les syndicats. Faire en sorte que chacun et que chacune occupent leur véritable place et fonction pour que ça marche en fait. Alors, j'ai commencé à vous dire qu'on était le fruit de cultures syncrétiques, indiennes, libanaises, antillaises, afro-antillaises, blanches, comme vous voulez, blessées. Blessées pourquoi? Parce qu'on a subi une double coupure, une coupure géographique. On est sorti d'un coin d'Afrique, d'un coin de l'Inde, on est sorti de quelque part, on ne sait pas trop bien d'où, et une coupure familiale, double coupure. Donc il faut accepter déjà cette part de passé irrécupérable. Il y a une part de passé qu'on ne pourra jamais récupérer. On est d'accord? Ensuite, s'approprier son histoire, notre histoire. L'histoire que l'on peut récupérer, comprendre pour aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? C'est pardonner. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas revenir sur ce qui blesse. C'est pas revenir systématiquement sur ce qui fâche. Mais transcender. Regarder la blessure et imaginer, tisser les tremplins pour aller chaque jour de plus en plus loin. On a parlé de résilience, on a parlé de dépassement, on a parlé d'aller plus loin. Pour moi, le pardon, c'est ça. Le pardon, c'est, voilà, on n'oublie pas. Ça s'est passé, il y a une part de passé irrécupérable. Mais par contre, on est fort. On est fort. On est une culture riche. On ne sait pas toujours d'où on vient. On apprend à connaître son histoire pour pardonner et faire ensemble et vivre ensemble, c'est facile, hein. On est tous réunis sur le même territoire, on y est obligé. Mais faire ensemble. On me parlait en fait de paix sociale, construire la paix sociale. C'est ça l'enjeu. On peut poursuivre des buts différents, on peut poursuivre des objectifs différents dans la vie, mais pour construire la paix sociale ensemble, il faut pouvoir établir une communauté de valeurs. Et d'intérêts. Autour d'une table, aussi. D'abord les valeurs. Qu'est-ce qu'on associe comme valeur à notre territoire, à notre petite économie insulaire de la Guadeloupe, à notre ancrage territorial? Comment on définit ça? Qu'est-ce qu'on souhaite faire de commun avec ces valeurs? Et quel objectif on souhaite atteindre avec ces valeurs? Moi, je pense que je parle beaucoup de valeurs parce que vous pouvez avoir un but politique, un but journalistique, un but informatif, un but de recherche, un but, que sais-je. On peut avoir tous des buts différents autour d'une table. On peut avoir des personnalités différentes. On peut avoir des origines, des horizons différents. Par contre, on peut s'asseoir autour d'une table et dire, voilà, moi j'amène l'amour, moi j'amène l'entraide, moi j'amène le partage. Moi, j'amène la compétence tactique managériale. Moi, j'amène la compétence administrative. On établit d'abord une communauté de valeurs, communauté de représentation. Voilà la Guadeloupe de cette manière, la petite économie insulaire de la Guadeloupe de cette manière. Où est-ce qu'on veut l'emmener? Mais on veut en faire quoi? On veut rester comme on est, on veut évoluer. Je ne fais pas de politique, je suis apolitique. Mais on a un objectif et un objectif commun. Tout le monde n'aura pas le même objectif autour de la table, mais on aura forcément un dénominateur commun. Un dénominateur commun. Et on travaille avec ces valeurs au service du dénominateur commun. Ce que vous me dites là, quand je vous entends parler, je pense à deux territoires. C'est Saint-Barth et la Polynésie française. Voilà, ils ont eu cette espèce de sagesse collective pour y parvenir. Alors, loin de moi l'idée d'idéaliser justement ces territoires et ces économies, mais en tout cas, vu de l'extérieur et même en étant passé très rapidement, j'ai l'impression qu'ils sont parvenus à se mettre d'accord autour au moins de ce plus grand dénominateur commun. Comment y parvenir? Enfin, c'est la question que j'ai envie de vous poser parce que je vois déjà certains vous dire oui, mais vous êtes au pays des bisounours. Le monde des affaires, c'est beaucoup plus cynique que ça.
Comment parvenir à mettre tout le monde autour d'une table dans un pays blessé, un territoire blessé comme la Guadeloupe, avec des histoires au niveau de l'histoire sociale, économique de la Guadeloupe qui sont compliquées parfois. 2009 n'est pas si loin, on a encore des résurgences de tout ça. Comment mettre tout ce monde autour d'une table et mettre tout le monde d'accord autour de ce dénominateur commun et de valeurs? J'ai l'impression qu'il s'agit d'un défi presque insurmontable chez nous. Apprenons à nous connaître, apprenons à savoir qui on est. Respecter. Et comme ça, quand on se connaît, on se respecte et on sait où on va. On ne peut pas attendre des autres de faire à notre place, de comprendre, de prendre des décisions, d'être dans une ambiguïté de reconnaissance et en même temps de critique constante. On ne peut pas attendre des autres le meilleur si on n'apprend pas à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est quoi? Apprendre à connaître son histoire. On va sur des sites de commandes en ligne, on va sur des sites d'information en ligne, sur des réseaux sociaux. Apprenons à connaître notre histoire. Savoir d'où on vient, qui on est. On appartient, peut-être on est le fruit du métissage indien, syro-libanais, antillais. Ça veut dire quoi être syro-libanais? Ça veut dire quoi être indien? Ça veut dire quoi être afro-descendant? Ça veut dire quoi être métis, blanc et noir? Apprenons à nous connaître. Savoir qui on est. Quand on sait qui on est, on identifie aussi donc ses points forts, ses points faibles. Et ces valeurs, j'ai envie de revenir sur ces valeurs, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, pour certaines perceptions, mais moi si on me demande quelle valeur vibre en moi, je vais dire, moi c'est l'amour. L'amour de ce que je fais, l'amour des autres, l'amour et l'engagement de mon prochain, l'envie d'augmenter l'autre. Ça c'est la valeur prioritaire qui m'anime. Et je suppose qu'en tant qu'être humain, on en a tous, au moins 3. Moins 2, allez, on va dire 2. C'est comme dans la chanson de Daniel Voilà, Larivière. on s'assoit, on les partage, et puis on crée un dénominateur commun. Et à partir de ces valeurs-là, comment on voit la Guadeloupe? Comment on voit la Guadeloupe? On peut être syndicaliste, on peut être chef d'entreprise, on peut être coach, on peut être politicien, Donc chacun à son niveau. Chacun à son niveau mettra un dénominateur commun de valeurs, pas toutes les valeurs du monde, un dénominateur commun de valeurs au service d'un projet. Lequel? Est-ce que tout le monde poursuit le même projet? Il faut déjà définir. Oui. On ne peut pas définir un projet sans valeur. Voilà, bien sûr. Je trouve très important ce que le docteur Vira Patirin nous dit, mesdames, puisque nous sommes à un tournant un peu, peut-être une éventuelle évolution institutionnelle et statutaire de la Guadeloupe qui va, j'espère en tout cas, si elle arrive, donner un coup de boost à certaines, on va dire, à certains dispositifs économiques pour nous. Et je sais qu'il y a eu le président du département qui a été auditionné au Sénat il y a quelques jours. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux. C'est le moment ou jamais, au final, d'entendre ce type de discours que l'on n'entend que trop peu en vrai dans le monde des affaires, dans tout ce qui est management, économie, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire, Christina Filites? Puisque je vous ai vu vraiment très engagée dans tout ce qu'elle disait, notre invitée, et on hochant la tête assez souvent. Je pense que déjà ce qu'elle dit, ça n'est pas vivre dans le monde des bisounours, c'est une réalité. Nous restons des êtres humains. Derrière toutes les étiquettes, politiciens, coachs, les gens passent et des meilleurs, nous restons des êtres humains. Et nous avons oublié en fait cette humanité. Il est important de remettre l'humain au centre. Alors on peut parler d'évolution statutaire, j'en passe et des meilleurs. Je pense qu'avant tout, ce sont des individualités qui vont se corriger. Parce que une société, c'est un ensemble d'individualités. Et si chacun ne fait pas ce petit pas, ce petit travail sur soi, on tournera comme ça tout le temps autour du pot. Vous parliez des syndicalistes et des entreprises. Moi, j'ai juste la sensation que c'est la même face d'une même pièce. Donc le paternalisme, le syndicalisme. Après, peut-être que je vais m'attirer des foudres. Ça m'est complètement égal. Moi, j'ai la sensation que le dialogue social en Guadeloupe, c'est comme un parent avec un enfant. C'est-à-dire que je veux que tu fasses quelque chose, ou tu veux me donner quelque chose, ou je veux obtenir quelque chose de toi. Si tu ne m'écoutes pas, je vais faire une crise, je vais me fâcher, je vais taper du pied. Et ça se traduit comment? À chaque fois, c'est pareil.
On est censé négocier, on négocie comment? En barrant la route. C'est systématique. Le dialogue social en Guadeloupe est toujours corrélé au blocage. Il n'y a pas de dialogue en fait. C'est toujours un rapport de force. Personne ne veut écouter personne. Tout le monde veut avoir raison. Et au final, qui trinque? Il y a toujours des victimes collatérales finalement dans tout ça. Puisqu'on ne sait pas s'écouter. On ne sait pas faire preuve d'empathie. On ne sait pas faire preuve d'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ce ne sont plus les diplômes qui comptent. Et de moins en moins, ce sont les soft skills. Donc les compétences personnelles, les valeurs qu'on porte, qui on est. C'est plus ce que tu peux avoir étudié, moi, je sais pas, dans n'importe quelle grande école de commerce, et pardon, on est à l'antenne, et être un abruti fini. J'allais dire autre chose, mais c'est très bien aussi. Être un sot, de ne pas. On peut être érudit et pour autant ne pas être intelligent. Ah, ça, je vous le confirme, parce que dans le milieu professionnel dans lequel j'évolue, où je suis souvent d'ailleurs la seule femme noire, jeune femme noire en plus, je peux vous dire qu'il y a des profils mais extraordinaires, c'est une tristesse, des gens super formés, mais humainement qui sont d'une difficulté relationnelle, je vais dire ça gentiment comme ça, voilà, mais... Ouais, c'est une tristesse, mais c'est surtout qu'on nous a beaucoup fait comprendre, je pense, notre génération, on nous a biberonné au fait qu'avoir des diplômes, c'était la réussite, qu'avoir des diplômes nous permettrait d'être quelqu'un. Mais on est tout simplement, on est EST avec ou sans diplôme. Et souvent, l'être humain se cache les gens se cachent derrière des titres pompeux. Peut-être pour masquer un manque d'amour de soi, un manque de respect de soi, un manque d'estime de soi. Moi, je pense que ce sont les valeurs les plus importantes. L'amour de soi, le respect de soi, et le reste suit. Parce que si on n'a pas ça pour soi-même, comment on peut l'avoir pour les autres? Oui. Et parler d'amour, on a l'impression que dans notre société, c'est quelque chose de tabou. Quand on est quelqu'un d'ouvert, de bienveillant, on nous prend tout de suite... C'est vu comme une faiblesse. Oui, pour un béné, en fait, pour quelqu'un de bête, de faible. Alors que non, je pense que c'est la plus grande force, justement, c'est cette humanité, c'est de savoir se mettre à la place de l'autre. Vous savez, mesdames, qui manque autour de cette table durant cette conversation? C'est notre collègue Patricia Braflant-Trobo, qui est l'autrice d'un ouvrage, L'estime de soi des Noirs, et bien d'ailleurs d'un ouvrage sur Noir et Manager également. Je pense qu'elle aurait des choses très intéressantes à nous dire. Ce serait peut-être pas mal de l'inviter une prochaine fois sur le plateau des experts au féminin. Je suis sûre qu'elle acceptera notre invitation. En tout cas, docteur Virapatirin, comme on dit, parole qu'amène parole, il y aurait tellement à dire encore une fois. Si j'ai une dernière question que je souhaite quand même vous poser. Dans ce contexte géostratégique qui est américain, caribéen, où nous sommes à la croisée de l'international au final en Guadeloupe, comment faire de toutes ces de tous ces défis une véritable opportunité pour que la Guadeloupe soit compétitive sur le plan international caribéen? Nous sommes riches, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes riches, nous sommes vus à l'international. Et je n'ai plus envie de parler de spécificité, de vulnérabilité, mais de régularité insulaire, et il y a un zoom sur la Guadeloupe. Et pour mettre cette richesse au service d'une meilleure exposition des forces de la Guadeloupe, que pourrait-on faire? Tellement de choses, mais je pense surtout au fait d'identifier toutes ces interstices avec nos autres voisins caribéens, les interstices culturels, les interstices dans le monde des affaires, toutes ces complémentarités pour les mettre au service d'un projet global, commun, peut-être caribéen, afin de le permettre d'éclore à l'international. Très bien, très intéressant. Bon, on invitera Monsieur Bajazé d'Intérêt Caraïbes bientôt. Suivez mon regard. En tout cas, docteur Virapatirin, merci beaucoup de vos éclairages. Et on rappelle que votre ouvrage est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies. Rappelez-nous le titre et on va voir la couverture qui va apparaître à l'écran. Donc cet ouvrage s'intitule « La petite économie insulaire de la Guadeloupe » de Johanna Pierre-Justin Virapatirin chez L'Harmattan. Merci beaucoup. Merci infiniment. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci d'avoir pu m'écouter. C'est un plaisir.
Chers téléspectateurs, on se retrouve après la publicité pour la seconde partie avec nos chroniqueuses et une autre invitée. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour cette seconde partie des experts au féminin avec nos chroniqueuses et exceptionnellement nous avons une invitée pour cette seconde partie, Madame Cynthia Dernaud de Team Maman Créole. Vous êtes accompagnatrice en périnatalité. Exactement. Merci d'être avec nous et vous allez intervenir sur la chronique de Christina, mais rien ne vous empêche de réagir au sujet que nous allons développer avec les filles. Cindy Bajazé, vous nous avez annoncé en première partie une thématique très intéressante, surtout pour nous, les femmes, qui est entreprendre dans le milieu de l'esthétique. Exactement, il y a plusieurs types de métiers dans l'esthétique, mais moi j'ai choisi en fait aujourd'hui de parler du métier de l'esthéticienne. Alors on va dire esthéticienne parce que c'est un métier qui est exercé de façon majoritaire par des femmes, mais il existe aussi les esthéticiens, mais la thématique je vais la développer au féminin. Voilà. Tant qu'à faire, les experts au féminin, mais le féminin va l'emporter sur le masculin. Également esthéticien. Alors l'esthéticienne c'est un professionnel qui du soin et de la beauté. C'est un métier qu'on peut embrasser en étant indépendant ou en micro-entrepreneur, on dit en nom propre, donc en micro-entrepreneur ou en entreprise individuelle, ou dans le format sociétal. Donc ça peut être en SASU, en SARL, en EURL, etc. Ça dépendra en fait de plusieurs critères, du nombre d'associés, de la façon dont vous souhaitez vous payer, voilà. Il s'agit en fait d'une profession dite réglementée. Ça veut dire que c'est une profession... C'est important. Qu'on ne peut pas exercer comme ça en se réveillant en se disant boum, je serai esthéticienne. Pourquoi ? Parce que il y a deux volets. Soit pour exercer ce métier, il faut avoir un diplôme, donc un CAP, un BEP, un bac pro esthétique ou même un BTS. Soit il faut avoir 3 ans d'ancienneté dans une structure, institut de beauté. Mais il faut monter patte blanche pour avoir un institut. Après, toutes les personnes qui souhaitent justement, qui aiment en fait en tout cas l'esthétique et qui souhaiteraient prétendre en qualité d'indépendant, ils peuvent par exemple être prothésistes ongulaires ou voilà. Mais en tout cas, en indiquant que ce soit sur des statuts ou que ce soit sur, je parle de formulaire hein, parce que quand on crée une auto-entreprise par exemple, on remplit un CRFA. À partir du moment où vous mettez en tout cas vous indiquez que vous voulez être esthéticienne, vous devez justement, en tout cas, il y a un certain nombre de règles. Il faut justifier. Voilà, il faut le justifier. Ensuite, on peut également être esthéticienne sur plusieurs volets. Ou vous pouvez pratiquer dans un institut, ou vous pouvez pratiquer à domicile. Si vous pratiquez dans un institut, il y a des normes d'hygiène, de sécurité, comme on le disait la dernière fois. Par exemple, il faut également indiquer les tarifs, etc. Si vous voulez exercer chez vos clients, il faut savoir, et ça il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, qu'à partir du moment où le lieu de domiciliation de votre entreprise est situé en dehors du lieu de vos clients, il faut avoir ce qu'on appelle une carte ambulant. Une carte d'artisan. Alors la carte en fait, c'est une carte, en fait vous êtes considéré comme un marchand ambulant à partir du moment où vous sortez de la zone. Et c'est une carte que vous pouvez avoir au centre de formalité des entreprises qui est la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat. Pourquoi ? Parce que le métier d'esthéticienne, c'est un métier artisanal. Après, il peut être accouplé avec un métier, avec une activité commerciale, parce que par exemple, vous pouvez décider de faire des soins, de pratiquer des soins, mais également de vendre par exemple des produits de beauté. Et là, ça s'appelle une activité dite mixte, à la fois artisanale et à la fois commerciale. Voilà. Par exemple, en termes de législation maintenant, l'esthéticienne, c'est quelqu'un en fait qui s'occupe, par exemple, les prestations sont par exemple le soin du visage, le soin du corps. Et jusqu'où elle peut aller parce alors il y a des ne pas limites, toucher à la médecine. Justement, il y a des limites à ça. Jusque là, en fait, par exemple, on ne parlait pas de massage, on parlait de modelage. Il paraît que depuis quelque temps, les esthéticiennes ont la possibilité justement d'indiquer qu'elles font des massages, mais en indiquant massage à caractère non thérapeutique. Parce que ce n'est pas un métier justement médical, il est réglementé. Et par exemple, pour les épilations, c'est aussi très réglementé. En fait, les esthéticiennes, elles ne doivent pas
on doit rester au-dessus de la couche de la peau, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de choses par rapport à la pigmentation, des choses comme ça. C'est très très réglementé. Et d'ailleurs, on va recevoir une des esthéticiennes qui va nous expliquer ça, qui va nous expliquer que justement, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses qui se savent, il y a des choses qui ne se savent pas. Parce que comme j'aime le dire aussi souvent, il y a des gens qui font des choses mais qui ne savent pas, qui ne vont pas s'informer, etc. Donc il y a une pratique limitée et ça peut s'apparenter justement à l'exercice illégal de la médecine. Et quand on marque par exemple qu'on fait du massage, le massage en fait est normalement dédié au kiné, voilà, au kiné. Et il faut faire attention à la manière dont on fait les choses. Donc aujourd'hui, on aura l'honneur de recevoir une esthéticienne. Elle s'appelle Crisinda Astorga. Elle a un institut situé à Sainte-Anne qui s'appelle Beauty Secrets et elle est esthéticienne depuis un petit peu plus de 15 ans et elle a accepté en fait de nous parler de sa passion du métier, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là et surtout de la législation. Elle sera plus à même que moi quand même de vous indiquer tout ça. Très bien. Alors Magnéto avec Madame Astorga qui nous parle de son métier. Bonsoir à tous, merci aux experts au féminin de m'avoir invité. Merci notamment à Cindy d'avoir pensé à moi. Donc je suis Crisinda, je suis esthéticienne depuis environ 15 ans. Je suis titulaire de mon CAP esthétique et de mon BP esthétique. Ça fait bientôt 10 ans que je suis à la tête de mon propre institut, que j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que je voulais exercer mon métier avec passion et de la manière la plus représentative pour moi de ce qu'était le métier. Donc, il faut savoir que quand on est esthéticienne ou coiffeur, ou en fait les métiers qui ont contact avec l'humain sont des métiers qui sont vraiment à exercer avec passion. J'insiste dessus. C'est vrai que ce sont des métiers attrayants financièrement, et voilà. Mais il faut la passion. C'est la passion qui permet de révéler la beauté, aussi bien intérieure qu'extérieure de nos clients. Et moi, pour ma part, c'est vraiment ce qui me donne envie, ce qui me donne la niaque de me réveiller le matin parce que je me dis que quand je vais recevoir mes clients, déjà on va passer un bon moment ensemble et je vais pouvoir les aider à faire ressortir le meilleur d'eux ou d'elles-mêmes. En termes de législation, effectivement, c'est un métier qui n'est pas du tout encadré, où il y a un énorme flou artistique, mais il faut savoir que l'esthéticienne reste avant tout une spécialiste du soin et de la mise en beauté. Ces activités ne doivent pas présenter de lésions ou d'effractions cutanées. Donc, par rapport à ça, on a effectivement beaucoup de praticiennes beauté qui travaillent. Mais qui ne sont pas esthéticiennes. Il faut vraiment faire la part des choses. Une esthéticienne est une personne qui est titulaire d'un CAP, d'un diplôme d'État dans le domaine de l'esthétique. Alors, on a entendu le retour d'expérience de Madame Crisinda Astorga, la passion, comme vous nous le dites souvent, Cindy, mais surtout formation, diplôme et sérieux et encadrement. Ouais. Quand on exerce, en plus d'être passionné, il faut s'informer, il faut savoir ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire en termes de législation, comme elle le disait. Il y a des pratiques légales et il y a des pratiques dites illégales. Donc, pour éviter justement de se faire épingler et d'avoir d'être dans une position un peu compliquée, il faut quand même se faire aussi accompagner par un professionnel. Vous faites accompagner par un professionnel du droit, par un consultant, quelqu'un qui sera à même justement d'aller chercher l'information pour vous et la réglementation avant même justement de savoir quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui créent. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais on est dans le métier de l'esthétique, que ce soit l'électricité, etc. Et les gens ne savent pas. Il y a un monsieur dernièrement qui me disait qu'il veut être électricien, mais je lui disais, mais vous avez des diplômes? Il me dit non. Vous avez une expérience? Non. Mais non, mais on n'est pas là pour monter une ampoule en fait. Hein. On est là pour... c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc il y a des métiers où on n'a pas forcément besoin d'avoir ces certifications-là, mais il y en a d'autres où il le faut et il faut aller chercher les informations requises et nécessaires pour ça. Surtout ce métier d'esthéticienne où on a quand même le corps de personnes, bon peut-être plus souvent des femmes, les hommes s'y mettent de plus en plus, mais en tout cas on a le corps de personnes entre
entre les mains et ça peut aller très loin, puisqu'il y a de la manipulation de produits la technique chimiques, de etc. massage. J'ai envie de dire que je sais aussi que, par exemple, on parle de massage beaucoup amincissant. Je sais qu'il y a une technique, par exemple, pour casser la graisse. Oui. Et si on ne le fait pas convenablement, on peut après, Christina, vous pourrez le dire, en termes d'hématomes, avoir des complications. Ça, ça peut être très, très dangereux. Donc oui, il y a des personnes qui ne souhaitent pas se déclarer, ne pas avoir un numéro similaire, pratiquer chez elles, casser les prix. Ça, je trouve ça complètement, vraiment, c'est affligeant. Parce qu'on paye des impôts tous et qu'on fait des choses et qu'on paye aussi très cher nos formations. Et il faut faire attention parce que c'est alléchant. Hein. On est dans un monde capitaliste où effectivement on aime l'argent, on veut gagner notre vie bien, on veut avoir de belles choses, mais il faut faire les choses correctement. Vous imaginez une personne qui vient chez vous pour faire ses ongles et elle se casse le pied dans votre escalier, vous n'êtes pas couvert. Donc il faut éviter de faire n'importe quoi, faire les choses bien et puis on ne dépense pas. On investit. On investit. Il faut le dire, et comme on le dit souvent ici, la formation, c'est important, surtout pour ce type de métier très délicat. Vous imaginez des gens qui ne sont pas formés, qui vont vous mettre des produits sur le visage et vous ressortez à moitié brûlé, comme c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Il y a des témoignages dans ce sens. Et en général... On aurait pu avoir des images, maintenant que vous me faites y penser. Et en créole, on dit, bon, marché qu'à coûter cher. Exactement. Et en général, les esthéticiennes qui sont des professionnels, qui sont formées, elles investissent parce qu'elles ont justement dans leur formation toutes ces informations qui leur sont apportées, que ce soit au niveau chimie, que ce soit au niveau législation. Et donc, ça, c'est très important de savoir à qui est-ce qu'on confie le soin de son visage. Exactement. Merci beaucoup, Cindy. Je vois, mesdames, que vous avez beaucoup réagi. Vous hochez de la tête également. Alors, c'est vrai que ça nous parle. Nous sommes des adeptes d'esthéticiennes, manicure, pédicure en tout genre. Christina, c'est important pour vous que la professionnelle qui s'occupe de vous soit formée et sache ce qu'elle fait? Bah oui, c'est important puisque je lui confie ma peau quand même, qui reste quand même quelque chose de délicat. Donc on ne peut pas appliquer n'importe quel produit sur la peau des gens, on ne peut pas le confier. Je sais pas, j'ai vu des gens qui faisaient des poses de fossiles à 5 €, mais non, c'est juste pas possible, ça reste une muqueuse très fragile. On ne peut pas appliquer n'importe quel produit, n'importe quel colle. Donc chacun fait certes en fonction de ses moyens, j'entends, je consens. Mais perdre un œil parce qu'on a voulu être joli en faisant des grosses économies, en faisant l'impasse sur la sécurité et sur l'hygiène, ça reste délicat. Après, moi, je sais que mes ongles, par exemple, j'ai la même prothésiste depuis des années. J'y vais tous les mois, ça a toujours été, c'est mon plaisir en fait. Ouais. Et je sais que dans mon budget, c'est quelque chose, quelle que soit la situation, il faut que mes ongles soient faits. Ça rentre dans le budget. Ça rentre dans le budget, c'est un investissement. Voilà, c'est mon moment à moi. C'est vraiment c'est pour moi. Donc oui. L'esthétique, oui, c'est quelque chose sur lequel c'est important. En tout cas, c'est très intéressant et je pense qu'on a matière à une autre émission aussi, puisque je lisais une étude récemment, une étude économique, où on disait que le segment des femmes noires, c'est celui qui dépense le plus et où on continue de dépenser le plus, contrairement aux autres segments où ça stagne, malgré la crise. Franchement, ça ne m'étonne pas. Voilà. Sur ces moments, je me tourne vers Joël Vadralou qui hoche aussi de la tête. Mais oui, tout ça, c'est du travail, Joël. N'est-ce pas? Je me depuis l'émission d'ailleurs. Moi, les ongles avant, c'était pas forcément une priorité, mais là, c'est systématique. Bon, ben, tant mieux, ce sera déjà ça. Alors, Joël, vous nous emmenez au cinéma. Oui, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, je propose un focus sur un festival qui va démarrer tout prochainement, là, c'est du 20 au 27 novembre, le festival de films de mémoire qui est porté par une association très dynamique, l'APCAG, c'est l'association pour la promotion du cinéma des Antilles-Guyane. Très bien. Et c'est l'occasion en fait de découvrir des œuvres qui ne sont pas toujours projetées au cinéma, qui ne passent pas forcément à la télévision, qu'on ne trouve pas facilement sur Internet. Et eux, ils nous donnent accès justement à ces œuvres et c'est juste passionnant.
J'ai discuté juste avant l'émission avec un membre de cette association qui m'a dit plein d'informations, d'où mes fiches. Ça amusait tout le monde. Et elle me parlait un peu des missions de l'association. Il y en a 3 essentielles. Et elle me disait que depuis 10 ans, depuis leur existence, ils accompagnent en fait et animent le réseau des salles communales et indépendantes de Guadeloupe. Par exemple, la salle Robert Loison. Cette année, elle a reçu une distinction intéressante et désormais labellisée Art et Essai. Très bien. Donc les œuvres qui y passent sont de vraies pointures. Elle accompagne également le ciné-théâtre du Lamentin. Suivez notre regard, Madame Bagès. Deuxième mission, promotion de la production locale sur le territoire et hors de nos frontières. Donc ils accompagnent les œuvres guadeloupéennes, antillaises, dans la Caraïbe et ailleurs, pour promouvoir un petit peu ce qui est fait. Troisième mission, la préservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique. Excellent. Ouais, et dans le cadre de ces missions, en fait, ils ont eu l'idée de ce festival, qui en a sa 3e édition. Et cette année, ça va être particulièrement intéressant parce qu'il y a eu des temps forts qui vont intéresser plus d'un. Par exemple, il y aura une soirée spéciale Jamaïque. Je pense à notre amie Mylène Colmar qui adore cette île de la Caraïbe. Et ils ont invité carrément un metteur en scène, un réalisateur, voilà, les mots me manquent, de la Jamaïque, qui sera sur place pour cette soirée spéciale. Il y aura 2 films diffusés. Better Must Come de Storm Salter, c'est lui qui sera ici. Excellent. Il y aura également un film intitulé The Harder They Come avec Jimmy Cliff. Oui, oui. Vous connaissez, c'est un classique, c'est un film policier des années 70, c'est culte. Autre temps fort, les amateurs d'Admiralty, il y aura une soirée spéciale autour de Neg Marron qui sera diffusée. J'étais à l'université quand ce film est sorti. Le film de Jean-Claude Barny. Il y avait un véritable intérêt. Nous étions au lycée. Au collège, non? Ça dépend des jours. J'aime bien le lycée. C'est Bergson qui disait que le temps est relatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé à ce festival dans le cadre du mois du documentaire. Les 2 sont corrélés en fait. Et c'est organisé en fait dans des médiathèques. Il n'y a pas que les salles de cinéma standard. Donc on sera au plus près de la population. Exactement. J'ai vu qu'il y a des diffusions à Petit Canal. Très bien. À Port-Louis. Toutes les salles partenaires sont conviées et c'est super intéressant, je trouve, pour la population locale, quoi. Donc rappelons le nom de cette association et les dates également du festival et où est-ce qu'on peut trouver la programmation complète. Association pour la promotion du cinéma des Antilles-Guyane, allez sur le site internet. Le festival du film de mémoire, c'est du 20 au 27 novembre. Très bien. Et j'imagine que pour eux, c'est une première hors Covid puisque c'est la 3e édition. Oui, tout à fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle découverte. Et j'irai chez moi à Petit Canal et dans le Nord-Grande-Terre, à côté aussi au Moule, qui a une très belle salle. Merci Joël. Alors, Christina, vous avez donc votre invitée en plateau avec nous. On rappelle qu'il s'agit de Cynthia Dernaud, fondatrice de Team Maman Créole, qui est accompagnatrice en périnatalité. Tout à fait. Donc, on va commencer. Oui. Donc, il y a un rapport qui est sorti le 20 septembre dernier. Les chiffres, les rapports. C'est important. J'ai pas osé le dire, mais... Non, mais c'est sa signature. On arrête de vous charrier. Allez-y. Qui est sorti sur la santé périnatale des Françaises, en s'appuyant sur les données antérieures au Covid-19. Donc, il a été constaté que l'état des mères et des nouveau-nés s'était fortement détérioré en France, mais aussi dans les départements, les régions et les départements d'outre-mer. Donc il faut savoir que la mortalité maternelle et infantile est en hausse en France. En 2022. En 2022, et qu'elle est 4 fois plus élevée qu'en métropole. Donc il y a un taux de mort-né qui est 1,5 fois plus élevé qu'en France. Et un taux de mortalité néonatale qui est 2 fois plus élevé. Donc les territoires où c'est le plus probant, c'est Mayotte et la Guyane. La Guadeloupe et la Martinique
ont des chiffres qui sont similaires à la métropole. Donc pourquoi je parle de périnatalité? Donc la périnatalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des processus qui sont liés à la naissance, donc depuis la contraception jusqu'au premier jour de vie du nourrisson. Donc c'est l'ensemble des prestations, des services qui peuvent être médicaux ou non, donc qui vont de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc il est important en fait de prendre soin des futures mamans. Et parce que c'est un cap en fait dans la vie d'un être humain, c'est une expérience qui est singulière, qui est particulière, et souvent les femmes se plaignent peut-être de ne pas être suffisamment écoutées par les professionnels de santé, que ce soit le gynécologue ou la sage-femme, qui peut-être que faute de temps, même si ce sont des experts dans leur domaine, n'ont peut-être pas de temps à consacrer à cette partie humaine, puisque c'est un questionnement que de devenir maman. On voit déjà comment c'est difficile d'obtenir un rendez-vous avec ces spécialistes. Donc effectivement, ça passe un petit peu à la chaîne quand on les rencontre. Exactement, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Mais ce qui est important, en fait, c'est l'écoute. Moi, je sais que lors de ma grossesse, je me suis sentie perdue, puisque j'avais des tas de questionnements. Je me demandais comment j'allais faire. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Il n'y a pas de livre en fait pour apprendre à devenir parent. Oui, on aura de la théorie, mais la pratique. Quand on a des coups de blues, qu'on se demande comment on va faire, ça fonctionne comment un bébé, finalement on le porte, c'est sûr, c'est facile à faire un bébé. Mais tout l'aspect émotionnel qui est autour, ne serait-ce que physiologique, le corps qui se transforme, les états d'âme, les hormones, eh bien c'est comme ça finalement qu'Happy Mummies est né. Puisque j'ai eu des tas d'amis qui étaient enceintes en même temps que moi. On s'est retrouvés à peut-être 4 ou 5 à être enceintes en même temps. Et puis avoir les mêmes questionnements. Donc ça a commencé par un message groupé sur Messenger. Et chacune échangeait sur « ouais, je me sens comme ça, mais est-ce que c'est normal ?» Et on n'avait pas forcément envie de poser la question, enfin moi à ma grande sœur ou à ma mère, parce que j'avais l'impression que mes inquiétudes en fait n'étaient pas légitimes, que pour elles c'est parfaitement normal, pourquoi je me prenais la tête, que tout le monde avait fait avant moi, pourquoi je stressais autant, que ça allait bien se passer. Il y a les idées reçues aussi. Et énormément, voilà. Et du coup, on a commencé à échanger, de fil en aiguille, c'était beaucoup plus facile pour moi de confier mes angoisses, mes incertitudes, mes peurs à mes amis qu'à ma sœur, à ma mère ou à mes tantes. Donc c'est comme ça que cette petite communauté est née, parce que c'est né autour de la même problématique en fait. Oui, on devient maman, mais on fait comment? Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai invité Cynthia, parce que j'ai eu l'occasion de collaborer avec elle en maternité, et son projet en fait d'accompagnatrice périnatale m'a beaucoup plu, parce que c'est quelque chose dont on a besoin, parce que être maman, ça n'est pas quelque chose d'inné. Et ça, je crois qu'il faut le dire assez souvent. D'ailleurs, le gouvernement a lancé une campagne. Tout à fait. Il y a quelques semaines. Les 1000 premiers jours. On a cette idée reçue de l'instinct maternel, de l'instinct paternel, parental. Et en fait, il s'agit de réflexes à construire. C'est une campagne qui a été lancée en septembre de 2022, après l'étude des 1000 premiers jours qui a été mandatée à Boris Cyrulnik, qui reste un bon pédopsychiatre. Et donc, du coup, le nom de la campagne, c'est devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Tout à fait. Chose que n'osait pas faire, en fait. Parce qu'on pense que de toutes les manières, l'enfant, il arrive, on doit savoir comment faire. L'enfant, on le porte. En tout cas, la femme le porte, mais ça reste un inconnu. C'est quelqu'un qu'on découvre, c'est quelqu'un dont on fait la connaissance. Et c'est une rencontre qui est bouleversante. C'est un bouleversement dans la vie d'une femme et pour le couple également. Exactement. Donc c'est comment accompagner cette période, donc de la conception jusqu'au premier jour de bébé, accompagner peut-être papa et maman dans cette expérience qui peut se vivre une fois, plusieurs fois, mais même si on la vit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, chaque grossesse, chaque expérience est différente, puisque chaque enfant est différent. Et il est important, dans notre communauté, sous nos latitudes, où montrer sa vulnérabilité, ou faire part du fait qu'on ne sache pas faire, ou qu'on doute, passe pour une faiblesse. Je pense qu'il faut démocratiser la parole, libérer la parole, en fait, sur la maternité. Ça n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de beau, oui, mais ça n'est pas toujours facile. Donc oui, quand on est enceinte, on peut avoir des remontées gastriques, on prend du poids. Il y a énormément d'incertitudes et
il faut pouvoir encourager les femmes, en tout cas celles qui le peuvent, à se faire accompagner. Donc je vais demander à Cynthia, en fait, quelle est la genèse de votre projet? Pourquoi la périnatalité, justement? Mais pourquoi la périnatalité? Je pense que la périnatalité est arrivée à moi. Je pense que depuis toute petite, je me rappelle, je demandais à ma maman de m'acheter les petits poupons avec le berceau, avec la layette, même les Barbies. Je voulais une Barbie, mais enceinte. Parce que j'étais fascinée du fait que comment un humain, je vais être philosophe aujourd'hui, comment un humain puisse porter un humain. J'étais fascinée par ça. Et ensuite, j'ai grandi à voir mes tantes enceintes, parce que j'étais la première d'une petite traînée de marmaille après, mais de voir mes tantes enceintes, donc à voir ce ventre qui grossit. Mais je restais toujours dans la surface parce qu'on voit toujours la jolie chose, le ventre qui grossit. Et puis, comme elle disait, parce qu'elle a tout dit, hein, je t'écoutais là, je me suis dit, waouh, elle a tout dit. C'est que nos parents ne parlaient pas, nos parents ne disaient rien, que ce soit nos mères, nos tantes, nos grands-mères. Tu es une femme, tu dois te marier, tu dois tomber enceinte, tu dois avoir des enfants, c'est comme ça. Beaucoup d'impératifs. Voilà, beaucoup d'impératifs. Il n'y avait pas la discussion par rapport à ça, de toute façon c'était très tabou. Donc ensuite, moi j'ai toujours voulu aussi avoir des enfants parce que je suis fascinée par la grossesse. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier à 24 ans, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et là, la fascination. Alors que j'avais travaillé beaucoup en crèche, mais je voyais que les bébés à partir de 3 mois. Bien sûr. Et lorsque je suis tombée enceinte, je me dis, mais dans quoi je me suis embarquée? Parce qu'en fait, je n'avais pas la maîtrise de mon corps. Justement, on a tous les petits mots. Les émotions aussi. Voilà, les vomissements, hypersalivation, les émotions. On pleure, on ne sait pas pourquoi. On veut que le mari soit là, mais en même temps, on ne veut pas. Enfin, il y a eu tout un chamboulement. Et c'est de là que j'ai voulu pousser encore plus mon apprentissage et mes recherches sur la périnatalité. Et je n'avais pas aussi cet accompagnement où il y avait des gens autour de moi qui pouvaient me dire, oui, ça t'arrive parce que moi, lorsque je parlais, je disais quelque chose à ma mère ou à ma grand-mère, me dit mon cher ou enceinte, hein, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça, c'est normal. C'est comme ça, c'est normal. Et de là, je me suis dit, non, il faut que je continue dans mes études et que je puisse travailler justement avec les mamans, les femmes enceintes. Et c'est de là que j'ai fait 12 ans en maternité. Et qui m'a ouvert, comme on dit, une porte sur ce que je ne connaissais pas. Très bien. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler en maternité ensemble. Et je crois que la première fois que j'ai assisté à un accouchement, où j'ai vu une femme accoucher, je me suis dit, waouh! Exact. Et pourtant, je suis une femme. Ouais. Et pourtant, j'ai accouché. Waouh! Mais c'est qu'on est fort. C'est la force, en fait, la force de notre corps, en fait. D'être en mesure de porter un enfant et de le mettre au monde. Et c'est quelque chose de fascinant. Donc, ma question suivante, c'est quelle était la genèse du projet? Comment, après la maternité, comment avez-vous décidé de vous lancer dans l'accompagnement, justement? D'accord. Alors, en fait, la maternité, le service maternité de la Polyclinique a fermé le 31 décembre 2021. 2020, je me rappelle. Et, mais quand je travaillais, on travaille beaucoup avec les mamans. On fait l'éducation au bain, la mise au sein. Et je remarquais que les mamans, les femmes plutôt, je ne dis pas maman, parce que en fait, on n'est pas maman durant la grossesse et on ne l'est pas quand bébé arrive, en fait. C'est tout un cheminement qui se fait. Et je voyais les femmes au moment de l'éducation au bain ou autres qui étaient stressées, elles avaient peur de beaucoup de choses, elles se posaient des questions. Elles me disaient même, vous ne voulez pas venir à la maison avec moi au moins 15 jours, j'ai plus le temps de me remettre. Et lorsque le service maternité a fermé, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et moi aussi, j'ai été dans cette situation-là et je veux être au service de la femme, quoi. De la femme et lui... et l'accompagner dans le processus
de devenir maman, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on est en maternité, on est dans un petit cocon en fait les premiers jours. Et quand on sort de la maternité avec son maxi-cosy et son bébé, on ne sait pas comment on va faire. Et ce qu'on avait constaté aussi avec quand je travaillais en maternité, c'est que en fonction de l'âge, les très jeunes mamans faisaient les choses de façon instinctive, sans se poser de questions. C'est-à-dire qu'elles vont prendre leur bébé, elles vont le laver, elles vont le changer. Mais plus on avance en âge, plus on se pose de questions et moins c'est spontané en fait. Et je les observais, les très jeunes mamans, on n'avait pas la sensation de cette angoisse qu'une maman plus mature entre guillemets, parce qu'il y a un poids social qui est peut-être moins pouvait avoir. Mais elle faisait les choses de façon super naturelle et peut-être sans crainte. Parce que moi, comme j'ai dit, quand je suis tombée enceinte, moi j'ai cherché des livres en fait. Oui, mais... Et comme j'ai ce besoin que les choses soient cadrées, d'être rassurée entre guillemets. Et c'est peut-être ce que je ne voulais pas m'avouer, c'est ce besoin d'être rassurée qu'on n'a pas forcément. On a des professionnels de santé, mais même si la santé c'est aussi bien le physique que l'émotionnel, mais je trouve que cette partie émotionnelle n'est pas suffisamment accompagnée. Elle est négligée. On reste sur le physiologique. Le bébé va bien, mais comment vous vous sentez, vous Je pense que c'est une question qu'on pose jamais en fait. On ne pose jamais cette question. D'ailleurs, même au niveau de l'entourage en général. Comment te sens-tu ? En général, leur bébé, machin. D'ailleurs, quand on apporte des cadeaux, c'est que pour bébé. Voilà, ça aussi, c'est vrai que les femmes se plaignent beaucoup de ça. Parce que durant la grossesse, elles sont bichonnées. Bichonnées. Tu veux un bébé lait ? Oui, le bébé lait est fait, tu veux si. Et une fois que le bébé est là, toute l'attention. Même par rapport au couple, il y a des femmes qui se sentent totalement oubliées par leur époux parce que justement tout est centralisé sur l'enfant. Moi j'ai 3 questions. Alors première question, vous parlez de maternité, mais quelle est votre fonction en fait ? Vous êtes quel est votre métier à la base ? À la base, je suis auxiliaire de puériculture. J'ai un diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture. De toute façon, mon cursus scolaire ça a été CAP petite enfance, BEP sanitaire. Moi si vous vous rappelez les filles, j'ai accueilli une invitée qui avait le même statut que vous, s'appelle Sandra Boutan, petite enfant famille. Et du coup, moi ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi consiste exactement ce que vous faites en fait et quelles sont les limites en termes de législation. Là c'est l'expert par rapport à justement qu'est-ce que vous êtes habilité à faire et qu'est-ce que vous n'êtes pas habilité à faire. Alors mon lieu de prédilection, c'est vraiment accompagner la femme. Mais accompagner la femme, c'est au niveau état émotionnel et physique. Ça veut dire c'est proposer aussi des ateliers de discussion. C'est beaucoup de la parole. C'est libérer la parole avec la femme au moment de la grossesse ou même après, quand elle devient maman. C'est libérer la parole et l'apprendre à devenir maman. Ça veut dire à l'apprendre à s'occuper de son enfant. Et je reste vraiment sur ma fonction d'auxiliaire de puériculture. Émotionnel aussi. Voilà, le côté émotionnel, c'est vraiment... En fait, tout passe par la parole, il faut cracher les choses, il ne faut pas garder, parce qu'en fait, l'enfant ressent tout ce que sa mère peut emmagasiner, et c'est en fait ce travail-là qu'il faut faire, et donner aussi confiance, leur dire qu'elles peuvent le faire, quoi. Donner confiance en soi. Alors donc, je reste vraiment sur ma base d'auxiliaire de puériculture, je ne vais pas plus loin. Et c'est vrai qu'on a besoin on est en complément de la sage-femme. La sage-femme est tout ce qui est médical, échographie, préparation à l'accouchement. Et nous, on reste vraiment dans le côté émotionnel et changement physique. Mais changement physique, ça reste dans le fait que répondre aux questions et aux chamboulements de la femme enceinte. Et sur le faire aussi avec bébé, sur les premiers jours, comment changer, comment organiser son espace, ce genre de choses. Comment donner le bain, même si on l'apprend en milieu hospitalier. Ça va trop vite. Mais ça va super vite. C'est extrêmement rapide. Ça va très vite. Je me souviens pour mon premier Adrienne qui a 9 ans, c'était en plus... C'était pas prévu, c'était pas organisé. Bonjour madame, alors on vous montre comment faire le bain. Alors c'est comme ça, il faut donner l'enfant, c'est fini. Ah, vous savez pas faire, mais comment ça ? Voilà. C'était pas à la clinique. Non, c'était pas à la clinique.
Mais c'était extrêmement perturbant pour la jeune maman que j'étais. Ouais. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est encore plus perturbant parce que maintenant, on reste, je crois, 2 jours. Donc, on accouche. Les copines qui sortent de... Ouais, c'est 2 ça. jours. Non, mais 2 jours. C'est très rapide. Avant, c'était 3 jours. Ben oui, ça. On a l'impression d'être à l'usine. Non, mais franchement, pour la dernière fois, j'ai accouché le 16. Dès le 17, on m'a dit bon, ben merci, il faut partir parce qu'il y a Covid, il y a du monde qui attend. Au revoir. Et votre enfant est en couveuse. En plus, j'avais la problématique prématurité. Il fallait prendre rendez-vous pour venir me voir. Mais j'avais vraiment l'impression, moi, maman, d'être complètement larguée dans tout ça et personne ne se souciait de savoir. Vous avez déjà pondu votre œuf. Donc... Exactement. Oui, c'est ça. Mais surtout maintenant, 2 jours, on accouche, on reste une journée à peu près, on dira ça, le lendemain on sort. D'où la nécessité de l'accompagnement. Voilà, de l'accompagnement, même l'éducation au bain. Il y a des mamans, elles sont complètement perdues de savoir comment tenir le bébé, comment prendre soin du cordon. C'est vraiment un stress, quoi. Elles sont très stressées. Cindy, avec d'autres questions? Non, ça va, j'en ai plein, mais... Je pense que notre réalisateur va se tirer les cheveux. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci, Christina. Et on vous suit sur les réseaux. Petit Maman Créole. Merci beaucoup. Alors, mesdames, toute cette folie autour de Twitter, Elon Musk, on dit que c'est un génie, qu'il est fou. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui va devenir de ce réseau social? Joël, vous êtes sur Twitter? Est-ce que je l'ai été. Vous l'avez activement. Mais plus maintenant. Non, j'ai tout arrêté au moment du confinement. Ouais. Parce que je trouvais que c'était très chronophage. J'ai voulu me concentrer sur Instagram et d'autres projets en parallèle. Donc j'ai suspendu le compte et je n'y suis jamais retournée. Donc maintenant, il est clôturé définitivement. Mais je suis attentivement ce qui se passe et son arrivée était fracassante, hein. Oui. Déjà 50% des salariés en moins, Ouais, donc, 50% licenciement, ça calme, mais j'ai été interpellée par son ambition de développer la liberté d'expression, donc il faudra regarder un petit peu comment il s'y prend. À voir, effectivement. Il a dit qu'il voulait que la plateforme soit moins dépendante des annonceurs de la publicité. Donc on peut imaginer que nos données seront peut-être moins revendues ou plus du tout aux annonceurs. Christina a l'air dubitative. Très. Non, j'ai eu un compte Twitter, j'étais très active et puis du coup j'ai laissé tomber parce qu'effectivement c'est chronophage, puisque c'est 140 caractères, donc on se retrouve tout le temps à tweeter et puis je pense que j'ai beaucoup de choses à faire dans ce journée. J'ai plus le temps pour ça. Jusqu'à mon entrée à l'école d'infirmière, j'avais le temps d'aller sur Twitter. Mais je me rends compte que beaucoup de gens laissent Twitter, même depuis avant leur achat par Elon Musk. Moi aussi, j'étais très active sur Twitter, j'ai plusieurs milliers de followers, mais je me suis un peu éloignée. Je reviens un petit peu parce que je dois vous avouer que j'ai été fascinée par ce rachat par Elon Musk et le gars il est en total roue libre parce que c'est une espèce de super troll. On a du mal à imaginer qu'un milliardaire puisse passer autant de temps à dire autant de bêtises sur les réseaux sociaux. Mais surtout ce que je trouve terrible avec Twitter, c'est que quand j'y suis arrivée, c'était à la création, hein, on devait être 2006 ou 2007, j'étais jeune journaliste et professeur et on avait l'impression de faire partie un peu d'une espèce d'aristocratie. D'élite. L'accès facile en fait, on a accès facile à tout le monde très facilement, c'est ce que j'avais adoré au tout début. Et ça c'était génial, à des leaders, etc. Et depuis 2-3 ans là, j'ai l'impression, excusez-moi l'expression, que c'est un peu le grand foutoir, qu'il y a de tout, mais vraiment de tout, et même des personnes qui trollent à longueur de journée, qui racontent leur vie, et j'ai surtout l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne se rendent pas compte que raconter sa vie comme ça sur les réseaux, on peut... ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui peuvent être terribles. Que ce soit sur Twitter ou ailleurs en fait. Hein, ou ailleurs. Merci beaucoup mesdames. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, lundi 20h10, pour les experts au féminin, toujours sur Éclair TV.